Alors rebonjour à tous, donc je vous propose un deuxième sujet de correction, donc qui concerne les gènes de développement. Donc cette fois je vais également détailler un petit peu tous les documents et vous expliciter un petit peu ce que j'attendais de vous. Donc les gènes de développement, je les ai introduits avec un exemple un petit peu connu qui concerne le gène Antennapédia. Donc c'est un gène qui permet la mise en place notamment des antennes chez la drosophile, sachant que quand on a une mutation de ce gène, à la place d'avoir des antennes à cette position, on a des pattes. Donc on a des mutants un petit peu bizarres de drosophile. C'est un petit peu ce qui a permis aux chercheurs de comprendre la mise en place des grands axes de développement chez les animaux. Donc voilà ce que je demandais autour de ce sujet. À partir des documents et du logiciel Anagène, vous montrerez que des différences d'expression de gènes de développement qui ont des fortes homologies de séquences, c'est-à-dire qui se ressemblent dans leur séquence génétique, peuvent expliquer la mise en place d'êtres vivants aux morphologies différentes. Donc vous présenterez vos analyses qui incluent une présentation du principe d'expression des gènes de développement, la comparaison de ces séquences donc avec l'exemple du gène OXB qui est présent chez plusieurs vertébrés, et enfin une conclusion sur l'importance des différentes expressions de gènes dans la diversification des êtres vivants. Donc premier document qui vous était proposé, c'est un document qui vous parle des gènes homéotiques. Donc qu'est-ce que sont les gènes homéotiques? Les gènes homéotiques, ce sont des gènes qui ont la capacité de former le plan d'organisation des êtres vivants. Donc là je vous ai représenté chez la souris les trois principaux axes qui définissent le corps de notre animal. Donc on a l'axe antéro-postérieur avec l'avant, l'arrière, l'axe ventro-dorsal et l'axe gauche-droite, qui représente un petit peu on va dire les plans de symétrie ou de dissymétrie d'ailleurs de la souris. Mais c'est valable aussi chez d'autres animaux bien sûr. Donc ces gènes homéotiques ils sont responsables de la mise en place des grands axes du corps. On va avoir notamment les subdivisions tête, tronc, pattes qui vont être mises en place par ces gènes. Et en fait ces gènes codent des protéines, donc voilà les protéines en bleu, qui vont elles-mêmes aller se fixer sur l'ADN pour permettre d'exprimer d'autres gènes qui mettent en place les organes et les grandes subdivisions du corps. Donc ce sont des gènes fondamentaux qui permettent en fait de mettre en place ces plans d'organisation. Alors, on vous propose d'étudier donc du coup parmi ces gènes homéotiques les gènes OX et plus précisément les gènes OXB. Donc le gène OXB chez trois êtres vivants, trois vertébrés comme l'homme, la souris et le xénope qui est une grenouille. Alors voilà ce qu'on vous montre. On vous montre un petit peu leur séquence. Je vous l'ai donné dans le fichier Anagène. Et les trois séquences qu'on peut retenir, c'est qu'elles sont très homologues. Elles ont un fort pourcentage d'identité. On voit qu'il y a des différences dans la séquence, on le voit bien. Mais ces différences, quand on les regarde sur l'ensemble du gène OXB, elles sont quand même assez mineures, puisque en général vous avez entre 78% et 95% d'identité. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte homologie. Ce sont des gènes qui se ressemblent énormément. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait dit quand on avait fait la famille multigénique, qui était donc la famille des globines, on voyait que des gènes à forte homologie, ce sont des gènes qui proviennent d'un même gène ancestral. Donc c'est exactement pareil ici. Les gènes OXB proviennent d'un gène ancestral qui était commun certainement à l'ancêtre des vertébrés. Voire même un peu plus loin, j'irais même jusqu'à dire aux métazoaires, c'est-à-dire aux animaux. Alors, vous avez un petit document qui vous présente l'ensemble des gènes qui existent, des gènes OX qui existent chez nos vertébrés. Donc en fait, il y a trois grandes classes de gènes, donc les gènes OXA, OXB, OXC, OXD, qui se situent sur 4 chromosomes différents. Et à chaque fois, on peut trouver plusieurs gènes. Donc par exemple, pour la grande famille des OXA, on a le gène A1, OXA1, OXA2, OXA3, OXA4, etc. Donc là, nous, ce qu'on avait étudié juste au-dessus, c'était l'OXB4, donc qui se situe ici. Voilà. Et puis ce qu'on peut remarquer, c'est que, déjà, non seulement on retrouve ces 4 grandes familles chez nos 3 organismes étudiés, l'homme, la souris et le xénope,
Mais en plus de ça, ces gènes, ils n'ont pas une disposition au hasard, puisque en fait, leur disposition le long du chromosome reflète leur domaine d'expression dans le corps. Puisque dans la partie antérieure, on va plutôt avoir les premiers gènes OX qui sont sur le début du chromosome, et en fin de corps, donc en partie postérieure, on va avoir plutôt les gènes qui sont positionnés dans la partie terminale du chromosome. Donc tout ça pour vous dire que finalement on aurait des gènes qui proviennent tous d'un gène ou de plusieurs gènes ancestraux, et là vraisemblablement ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ait autant de gènes sur 4 chromosomes différents, ce serait qu'il y ait eu des événements au cours de l'évolution de duplication. Donc rappelez-vous, la duplication, c'est le fait que certains gènes puissent se copier et ensuite, par translocation, se coller sur d'autres chromosomes. Alors vous aviez un exemple de gène de développement, un exemple très concret, qui est le gène BMP4, qui a été étudié chez 2 espèces de pinsons. Donc on avait le pinson à bec moyen et le pinson à gros bec, et au cours de leur développement, on a étudié la localisation des ARN messagers, donc qui ont été transcrits à partir du gène BMP4. Et on a aussi distingué dans le temps la localisation de ces ARN messagers BMP4. Alors ce qu'on peut voir, c'est que chez le pinson à bec moyen, BMP4 il est pas très présent après 25 heures de développement. On le voit, alors on vous dit l'ARN messager est marqué en noir dans les tissus du bec. Et ben là, dans ces tissus du bec, on voit pas tellement, on voit quelques petits patchs assez isolés d'ARN messager de BMP4, mais c'est quand même pas flagrant. Par contre, là où on le voit très bien, c'est après 29 heures de développement, donc 4 heures plus tard, on voit que ces ARN messagers de BMP4, ils commencent à être assez présents en périphérie du bec, ici. Donc vraisemblablement, c'est cette disposition qui a permis de mettre en place un bec moyen. Maintenant, si je regarde chez le pinson à gros bec, on voit que BMP4, il était très présent après 25 heures de développement, et il est toujours présent après 29 heures de développement. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, au niveau de la chronologie, il apparaît beaucoup plus tôt chez le pinson à gros bec que chez le pinson à bec moyen. Et donc, vous voyez qu'à la fin, du coup, le bec aura une forme un petit peu différente. Donc, c'est probablement cette localisation de BMP4 dans le temps qui va être responsable d'un bec plus gros. Autre chose à remarquer, c'est que ces ARN BMP4, ils sont beaucoup plus marqués ici que ce qu'ils sont marqués après 29 heures de développement chez le pinson à bec moyen. Donc même au niveau de l'intensité de l'expression du gène BMP4, le fait qu'il y ait plus ou moins d'ARN messagers va jouer aussi sur la taille du bec. Donc ce document il est intéressant parce qu'il nous donne 2 paramètres, 2 modalités d'expression des gènes de développement. Non seulement il y a une notion de chronologie, c'est-à-dire que le moment à partir duquel s'expriment ces gènes est important dans la mise en place d'un organe, donc ici le bec, mais aussi on va avoir l'intensité qui va jouer, puisque vous voyez qu'il est beaucoup plus présent cet ARN messager BMP4 chez le pinson à gros bec que chez le pinson à bec moyen. Donc 2 notions à retenir, chronologie d'expression et intensité d'expression des gènes de développement. Enfin, dernier document, là il traitait cette fois d'un autre exemple de vertébré, on est plus sur l'exemple d'un serpent. Donc on vous dit qu'il existe certains serpents qui ont des vestiges de pattes postérieures, hein. Les serpents sont des tétrapodes, donc ça veut dire que l'ancêtre des serpents possédait 4 pattes, comme c'est aussi le cas chez les amphibiens, les mammifères, les oiseaux. Donc on peut retrouver des vestiges de l'évolution chez certains serpents, on retrouve des pattes postérieures qui sont entourées ici. Et en fait, quand on a étudié la mise en place de ces pattes postérieures chez les serpents, on a regardé l'expression de 2 gènes OX, donc le gène OXC8 et le gène OXC6, et on a cherché à un peu observer leur répartition. Donc chez le poulet, qui possède 4 membres, hein, c'est un tétrapode classique, hein, où les 4 membres sont visibles, on voit que il y a seulement dans le flanc, donc c'est-à-dire dans la partie thorax, hein, du poulet,
qu'on a à la fois expression d'OXC8 et OXC6. Voilà. Et vous voyez en plus qu'ils sont, leur domaine d'expression est légèrement décalé. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'exprimer dans les mêmes zones du corps, dans les mêmes cellules de zones du corps. Par contre, chez le Python, on peut voir que donc le Python qui a des vestiges de pattes postérieures, on peut voir que les gènes OXC6 et OXC8 sont exprimés tout le temps ensemble, partout, sauf dans la partie postérieure où on a apparition de pattes. Donc ça signifie une chose, on vous le disait aussi dans le texte, c'est que quand il y a expression de ces deux gènes ensemble, ça ne permet pas la mise en place de membres. Or là, on voit chez le Python que quand ils ne sont pas exprimés ensemble, on a des pattes postérieures qui se mettent en place. Donc ça nous montre quelque chose, ça nous montre que, en fait, les gènes de développement n'agissent pas seuls, ils ont besoin d'interagir ensemble. Il faut qu'il y ait, par exemple ici, deux gènes, OXC8 et OXC6, qui vont s'exprimer dans des mêmes territoires, dans des mêmes zones de l'organisme, pour avoir un effet. Donc finalement, si je résume, il y a trois choses importantes à retenir pour les gènes de développement. C'est que on va avoir, on l'a vu dans le document précédent, une chronologie d'expression qui joue sur la mise en place des organes. Donc on l'avait illustré avec le bec des pinsons. Il y a aussi une intensité d'expression des gènes. Et puis ce que montre ce document, c'est que les gènes de développement agissent à plusieurs. Donc on a aussi une interaction des gènes de développement. Voilà. Donc vous avez à peu près toutes les données qu'il fallait tirer de ces documents. Je vous encourage à nouveau, si vous n'avez pas regardé ma première vidéo, à prendre des notes par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions complémentaires sur ce que je viens de dire. Bon courage à vous.